On a affaire à une œuvre de Cindy Olivares qui travaille, donc, comme on le voit ici, sur la lumière. Et donc, à travers cette espèce de parallélépipède là qu'elle a érigé en calque transparent, on voit une silhouette. En fait, c'est pour jouer le thème du fantôme qui a donné son titre à l'exposition, Les Revenants. Et ici, l'idée, c'est de recourir à la silhouette de Musidora, l'actrice fétiche de Louis Feuillade, et donc qui a donné le nom à la galerie Musidora, du lycée Louis Feuillade. Et elle a pris la silhouette la plus célèbre, celle où on la voit en vamp, justement, avec son collant qu'elle utilise dans le film Les Vampires. Elle a repris cette silhouette, et donc on peut la voir de temps en temps tournant autour en transparence, selon la lumière qui vient l'éclairer. On peut dire donc que c'est un jeu d'ombre et de lumière, et en même temps ça pose des questions par rapport à la représentation qu'on fait de la sculpture. Ici par exemple c'est une sculpture mais qui fait intervenir beaucoup de vide finalement et beaucoup de lumière, même si la forme extérieure reste évidemment géométrique et classique. Alors là on a une œuvre de Stéphanie Blanquet qui est en drap, donc, comme également un drap qui pourrait servir pour un fantôme. Et elle a découpé de manière un petit peu dentelée cette forme-là qui en fait est l'ombre, mais une ombre blanche, ce qui est quand même assez paradoxal, d'un arbre. Voilà, ce qu'on voit là, ces formes déchiquetées, c'est une ombre d'arbre. Donc on voit en même temps que ça peut être considéré comme une sculpture ou alors comme une peinture à plat au sol, ce qui est quand même assez peu courant. Donc, ici elle a fait le même procédé, mais sur des dessins de dentelle qu'elle a projetés sur des feuilles. Et ici, elle a fait une espèce de série en gradation, toujours sur le thème de l'arbre, où on voit petit à petit une femme arbre s'enraciner dans le sol, mais dont la silhouette disparaît petit à petit et aboutit à une forme plus abstraite, si on veut, qui est le fantôme en quelque sorte des feuilles de l'arbre dont elle est partie. Alors Léo Perrin, donc, pour traiter le thème du fantôme, elle est partie de l'image d'un moustique qu'elle a écrasé, et puis qu'elle a reproduit en grand, de manière graphique, donc avec du dessin et un petit peu de couleur aussi. Et donc, évidemment, on se pose la question, quand on regarde ces quatre dessins, de savoir si on a affaire à quelque chose d'abstrait ou à quelque chose de figuratif. En tout cas, un élément de notre quotidien qui nous embarrasse habituellement, qui nous taquine, le moustique, devient ici quelque chose qui peut s'avérer réhabilité en quelque sorte, devenir une œuvre d'art. Alors Béatrice Delanoye, que je connais bien, c'est donc celle qui a réalisé le flyer, le carton d'invitation, sur lequel elle a mis justement des bulles de bande dessinée, mais qui peuvent faire penser à des fantômes. Et donc on peut dire que ces dessins, ce sont du dessin automatique en quelque sorte, puisque la structure de bande dessinée qu'elle récupère, et qui n'est pas forcément suivie et qui n'est pas forcément narrative, est improvisée dans les moments où elle s'ennuie, comme en classe par exemple, en cours. Et donc, à partir du moment où elle a défini évidemment une mise en page, à l'intérieur, les dessins s'imposent à elle comme spontanément, comme naturellement. C'est pour ça que je parlais d'automatisme en quelque sorte. Alors elle y met ses fantasmes, elle y met ses références, elle y met ses euphories, parfois elle y met sa propre vie, comme dans le dessin vert qui est dans l'autre pièce, les films qu'elle a vus ou qui l'ont impressionné, comme le Titanic, et puis bien sûr la figure du fantôme que l'on voit apparaître ça et là. Alors là on a Julien Francioli qui a convoqué le fantôme de plusieurs artistes. Ici par exemple c'est le fantôme de Marcel Duchamp, celui qui a inventé le ready-made et qui avait mis des moustaches à la Joconde. Alors cette œuvre s'appelle La vengeance de Léonard de Vinci. Il a pris une roue de vélo, comme le faisait Marcel Duchamp, et il lui a mis effectivement un masque avec une moustache pour rendre l'appareil à ce qu'il avait fait lui-même subir à la Joconde de Léonard de Vinci. Voilà, alors donc on a parlé de Léonard de Vinci, ici on a les 4 tortues ninja au nom de peintres de la Renaissance, Leonardo, Raffaello, Donatello, Michelangelo, et remis en quelque sorte en perspective dans une gravure qui elle-même renvoie donc à la perspective de la Renaissance. C'est un petit peu comme si on les replaçait dans leur contexte naturel, mais en les ramenant à leur statut de peintre et plus de tortues plus connues que les peintres en question. Et là, toujours le même artiste, Julien Francioli, convoque un autre artiste de référence qui vivait dans la région, qui s'appelle Robert Filiou,
et qui avait l'habitude de travailler en 3 étapes, bien fait, la figure de gauche, mal fait, la figure du centre, et pas fait du tout, le cadre posé au sol. Voilà, la personne qui intervient dedans est un maître du kung-fu. On en parle aussi de celle-là? Alors là, on a donc une série de scientifiques, dont Einstein, qu'on reconnaît assez facilement, en principe travaillant sur le thème de la lumière. Et il y a un effet trompe-l'œil, parce qu'on croit qu'il a dessiné sur l'image, alors qu'en fait c'est l'inverse, il a dessiné d'abord, et puis il a surimprimé l'image par la suite. Et puis évidemment, les deux s'uniformisent dans la surimpression. Alors là, c'est une œuvre assez amusante, hein, parce qu'on pourrait penser que c'est une plante que l'on veut aider à pousser. En fait, c'est une baguette de tambour, mais dont on voit des copeaux qui font penser à des surgeons, hein, comme si la plante voulait pousser. Une baguette de tambour qui serait posée sur du sable. Alors en fait, c'est du sable de Monument Valley, en Amérique, où Julien Francioli a fait un voyage avec son ami Julien Doré. Donc c'est une façon de rendre hommage en quelque sorte à son ami Julien Doré, qui aurait très bien pu se retrouver dans cette exposition si des raisons impérieuses ne l'avaient pas amené à se produire ailleurs. Et puis il y a cette copie fantôme en quelque sorte, on revient au thème du revenant, que Julien Francioli a mis et qui est une copie de M. Perrotte, corrigée sans annotation par M. Perrotte. Alors Jean-Adrien Arzillier, c'est peut-être l'œuvre la plus complexe à expliquer. Effectivement, on voit ici une forme de roue en bois, mais complètement déformée, puisqu'elle est quasiment elliptique, comme si elle était écrasée par la pression de quelque chose, ou tout simplement par la vitesse. Ça réhabilite en quelque sorte le manuel, par rapport au fait qu'aujourd'hui on soit envahi par la technologie, par l'informatique et par le numérique. Et c'est un petit peu la même chose avec ce canoë là, qui est en fait formé de 2 canoës en résine, donc, avec lesquels il a fait un seul objet. Les deux renvoyant évidemment au thème du déplacement ou du voyage, par eau ou par route. Alors on peut y voir un rapport avec le thème du fantôme, bon, si effectivement on se dit que le voyage c'est la vie et que ça nous envoie donc petit à petit vers l'échéance fatale. Ici donc on a un certain nombre de revues qui ont été empilées et puis qui ont été recomposées de telle sorte que l'image à la fois disparaisse et apparaisse sous une nouvelle forme, par empilement de feuilles successives. Voilà. Et c'est intéressant parce qu'évidemment on devine une figure fantomatique. Alors là on pourrait penser à un paysage, en fait c'est une image en boucle qui n'est que l'image d'un scanner qui a été prise instantanément dans une chambre noire, dans une pièce noire, et qui après a été éclaircie par ordinateur, ce qui donne cette illusion de paysage avec une espèce de parapet au premier plan. Et ce paysage, bien sûr, est céleste, parce qu'on voit bien la zone bleue au-dessus. Ce qu'on peut mettre éventuellement en rapport avec la clé de cristal, qui est à peine décelable au mur, et que d'ailleurs parfois certains spectateurs ou visiteurs pressés ne voient pas. Clé de cristal, donc fragile, qui ne peut servir à rien, mais qui est transparente et donc qui peut renvoyer peut-être à toutes les clés imaginaires dont on peut rêver, justement la clé des rêves, ou la clé du ciel peut-être, et ce qui permettrait de mettre en rapport cette œuvre avec le ciel qui lui est contigu. Et souvent, quand on se dirige vers le ciel, je pense à Phaéton, je pense à Icare, on y laisse les plumes. Et donc, c'est peut-être un petit peu ce qui explique pourquoi on a ce tas de cendres qui, en fait, renvoie à une échelle que l'artiste avait réalisée dans des expositions précédentes et qu'elle a brûlé pour en donner un dernier état. Ce qui est intéressant, c'est de remarquer que l'échelle, normalement, va vers le haut et que là, le tas tend lui aussi vers le haut, comme s'il avait du mal à se soustraire à la pesanteur terrestre, à la pesanteur terrestre. Alors l'artiste à la clé de cristal là, et au paysage de scanner s'appelle Charlotte Caragliu, et c'est elle qui a également réalisé cette œuvre sonore. Donc on peut entendre quelques secondes ici. En fait, c'est une artiste qui travaille sur le thème de l'absence. Et donc, elle a voulu prendre les états du sommeil, les états sonores du sommeil. Et en fait, elle s'est rendue compte qu'en fait, on n'entendait rien au dictaphone, mais que par contre, l'appareil enregistrait
à la fois l'absence de son et sa propre présence en tant qu'appareil. Donc ce qu'on entend, c'est le grésillement, en quelque sorte, de l'appareil lui-même. Et enfin, là, on a 3 vidéos documentaires d'Isabelle Guichard et de son amie Martine, qui est artiste aussi, et qui habite au Canada, et qui nous a envoyé donc ces 3 documentaires. Le premier, on le voit, on est en train de le voir, c'est une marelle à laquelle sur laquelle peuvent éventuellement jouer les visiteurs. Une marelle rythmée par des concepts, par des phrases un petit peu conceptuelles, et qui nous dirige vers donc un aboutissement qui est le numéro 100, et qui est en fait à la forme d'un cercueil. Donc un petit peu en quelque sorte vers la mort, quoi. La deuxième œuvre fait appel à la cosmogonie, puisqu'il s'agit de représenter en plan le Big Bang, mais avec des tas de phrases conceptuelles que l'on devine si on se rapproche. Et donc l'idée, c'est de faire se jouxter l'infiniment grand, le cosmos, avec nos petites préoccupations individuelles et humaines, et donc de montrer que nous sommes vraiment peu de choses dans l'infinitude du cosmos. Voilà, Martine Frossard et Isabelle Guichard interviennent dans des lieux publics, là, on a vu certains à Montréal. Et donc, la troisième œuvre est une œuvre interactive, c'est-à-dire elle sollicite la participation du public. En fait, on voit ici se dérouler une chronologie, d'ailleurs c'est le titre de l'œuvre, mensuelle, de mois à mois, avec de temps en temps, donc rythmant en quelque sorte cette horizontale linéaire, des interventions, toujours pareil, linguistiques, conceptuelles, sentencieuses souvent, des définitions. Et ces définitions interviennent à certains jours qui importent aux 2 artistes, qui ont importé aux 2 artistes parce qu'il leur arrivait quelque chose ce jour-là. Et l'idée, c'est de proposer au public d'ajouter avec des gommettes des interventions qui leur rappellent ce qu'ils ont fait tel ou tel jour de l'année 2013. Donc, en quelque sorte, faire un récapitulatif. Voilà, on voit des gens là, en train d'ajouter leur propre participation à cette œuvre, qui donc se modifie tous les jours, en fonction des gommettes qui sont ajoutées. Voilà, donc un travail qui sollicite la participation du public, et qui ne traite pas forcément du thème du fantôme, sauf à considérer que ces jours sont devenus maintenant des fantômes qui viennent nous hanter.